débarqué pour se muer en conquistador. Tous les plages, les rivages, déserts aujourd'hui. Les Indiens n'y sont plus. Les Indiens qui allaient nus. Le bateau passe. Les côtes dépeuplées défilent. Et le chapelet des îles abandonnées. Les plus beaux paysages de la mer entière. Les plus belles photos. Un documentaire, le paradis. Enfin, les paradis papillons bleus et noirs, de la famille des Morphées qui viennent à notre rencontre très loin au large et voltigent et tournoient autour du navire comme des âmes en peine. Non, il n'y a pas de paradis possible. Hors la présence de l'homme. Et l'homme est un loup pour l'homme. Et son visage osseux paraissait accablé. Il avait une mission à remplir et s'impatientait. L'année 1555 était en son milieu et si l'on dépassait trop le mois de juin, les ventes seraient plus favorables. Du plat de la main, il frappa sur la table. « Nous sommes au fait, prononça-t-il de sa voix égale, tendue d'une froide menace, du danger des côtes où nous allons aborder. Cependant, notre décision est arrêtée. Nous appareillerons dans 8 jours pour aller fonder au Brésil une nouvelle France. » Oui, c'est en l'an 1500, le 22 avril, que l'amiral de la flotte, le portugais Pedro Alvarez Cabral, s'était embarqué à Lisbonne pour se rendre dans les Grandes Indes. Des vents contraires le portèrent vers l'ouest et le Brésil fut découvert. Combien de théories ont été échafaudées sur le peuplement du Brésil? 100 ans plus tard, le littoral du Brésil était jalonné d'établissements portugais. Saint-Vicente, Recife, Bahia, Sao Paulo, fondé par les jésuites, Rio de Janeiro. Et le père missionnaire Fernão Cardim, dans ses lettres de voyage, nous disait qu'à Bahia, vers 1600, on comptait 2000 blancs, 4000 nègres, 6000 indiens. Ce qui est inouï, c'est d'apprendre que tout cela a été mis en branle par une poignée d'hommes. Oui, mais là, c'est déjà 50 ans plus tard. Parce que 50 ans avant, donc, ça fait 3 générations que nous autres Normands allons là-bas chercher ce fameux bois rouge qui donne sa couleur aux toiles des frères Gobelins. Il faut toutes les effronteries des Portugais pour affirmer avoir découvert ce pays.
quand la vérité, c'est que nous y trafiquons depuis bien plus longtemps qu'eux. Point des théories. La vie sans mort des théories. Des hommes sont venus, des blancs. Une seule note d'espoir pour le Brésil. C'est que son avenir ne peut pas être pire que son passé. Ma mère. Le coin où j'irai habiter devra être tout près de la mer. Ma mère, ma mère, ma mère. D'un chien fidèle, j'aurai l'amitié, ainsi qu'un hamac pour me reposer dans le coin où j'irai habiter. D'eau de coco, je m'enivrerai. De la vie, je n'aurai presque plus de nouvelles. Je veux les yeux de ma fenêtre avoir des enfants à travers elle, dans le coin où j'irai habiter. Je veux voir le monde naître. Je veux voir mon Dieu un jour retourner dans le coin où j'irai habiter. Alors, je verrai mon Dieu retourner avec la paix d'un frère et une guitare. Un pur hasard. Des hommes sont venus, chassés par la tempête. Des hommes sont sortis de la mer. Des hommes sont venus, des Blancs, des Portugais. Croissez et multipliez, dit l'Écriture. Autrement, débrouillez-vous. C'est ce qu'ils ont fait. Sur le ponton des Caravelles, la question hantait les esprits. Une étonnante horreur envahit les plus désireux de revoir la terre. Quand parut à l'Occident la masse noire du relief teintée des froides bleutées du matin. La mer, qu'ils avaient d'abord tant redoutée, était devenue peu à peu comme un écrin protecteur. Le doigt des montagnes qui écartait lentement les valves lisses du ciel et les eaux annonçait une gigantesque rencontre dont ils ne savaient ce qu'il fallait attendre. Pour certains, c'était l'espoir. Sous le crêpe touffu des grands arbres du bord de l'eau, scintillent des plages éblouissantes de sable blond ou de nacre, des baies, des criques, aussi loin au large, éparpillées ou distribuées comme des balises, les îles. Les îles serties de guano ou blanches d'écume. La chaleur est atroce.
Dans les chéneaux, l'eau est de l'étain en fusion et l'on attrape des coups de soleil par réverbération. Je cherche l'eau et je n'en vois pas. Même pas un Robinson. Une poussière d'îlots, des îles basses ou bossues, en chapelet, en archipel ou solitaire ou jumelées par des bancs ou des récifs, des îles envahies par une végétation exubérante, un fouillis de jungle, lianes, branches, palmes, touffes de bambou, fourrés d'épines, broussailles aux feuilles luisantes qu'écrase un vieux solitaire tordu ou que domine le squelette d'un arbre mort couvert de plantes parasitaires. Pas une hutte. Autrefois, des plages du continent et des îles grouillaient d'Indiens qui gesticulaient. Le bateau passe. Île où l'on ne prendra jamais terre, île où l'on ne descendra jamais, île couverte de végétation, île tapis comme des jaguars, île muette, îles inoubliables et sans nom. Je lance les chaussures par-dessus bord car je voudrais bien aller jusqu'à vous. Vous nous dites que vous partez, cela est beau, mais vous devriez plutôt nous annoncer quand vous comptez retourner. Jamais. Il s'agit de peupler une autre province pour le roi. Ceux qui s'embarquent avec nous finiront leur jour outre-océan. Nous les pourvoirons de tout, en profusion, mais le mot de retour ne devra plus avoir de sens pour eux. Ils seront simplement de France, et la France sera là-bas.
départ sous un soleil d'acier et un ciel de métal. Nous sommes plus que de la viande en train de cuire sur notre pirogue à moteur. Il n'est plus temps de porter tenue légère et sandales de rien. Nous rejoignons la confluence de l'Itaquaï et de l'Itouilly où se trouve le poste de contact d'où nous partirons en expédition. Seul impératif pour le moment, se protéger des piums, des petits insectes volants à la taille insignifiante mais à la morsure redoutable. Alors que la température avoisine les 42 degrés et le taux d'humidité les 99%, je porte une tenue hivernale. Chapeau, chemise fermée au col et au poignet, foulard noué 2 fois, treillis, chaussures montantes et guêtres. En 10 minutes, je me liquéfie. Marcher, avancer, toujours, peu importe l'entrave de mes vêtements, mouillés par la sueur, peu importe la cisaille douloureuse des bretelles de mon sac à dos et l'assaut continuel des milliers d'abeilles. La forêt est un piège où les intrus sont des proies faciles et espérées. Aucun repère dans cet empire de lianes, de feuilles, de fibres, dans ce bout de forêt primaire, rien n'est venu contrarier l'expansion végétale. Il faut continuellement franchir des troncs couchés, des souches proportionnelles à la taille des arbres qu'elles ont portés. Le bas des pantalons s'agrippe dans des ronces rendues invisibles par un enchevêtrement de broussailles. Chaque pas est une souffrance sur laquelle je trébuche. Quand on ne grimpe pas, on s'immerge jusqu'à la taille dans les igarapés boueux qui sillonnent la jungle. Je me laisse glisser dans les eaux saumâtres, emporté par le poids de mon sac. Le limon m'avale les chevilles puis les mollets. Il faut user d'une force de cheval pour extirper son pied de ce magma collant. 3 jours de marche, le ventre creux, la tête pleine de confusion. Derrière qui courons-nous? Les corobos existent-ils vraiment? Bien que je m'enfonce jusqu'à la taille dans un igarapé, bien que je trébuche sur une souche, bien que je m'arrache les vêtements et les bras aux ronces, je vole. Rien ne peut plus freiner mon allure. Moment d'éternité, où l'instinct, l'émotion et l'impatience guident mes pas. Je ne tends plus que vers un seul être, l'Indien, le corobo. Les voix se rapprochent, un dernier arbre à contourner, ils sont là. 4 hommes et une femme, debout, sur un tronc couché, entièrement nus. Ils ont le corps peint, une simple ficelle habille la virilité des hommes. Ils sont là, je n'en crois pas mes yeux, je suis pétrifié. Le premier geste de la femme est de me pointer du doigt. L'ethnie qui cheminait sur son territoire sans avoir à partager avec l'homme blanc, ce conquistador qui parle avec le feu de ses armes, qui tue pour quelques lopins de terre, troncs de bois précieux et pépites d'or. Pourtant, cette vision idyllique est loin d'une réalité qui s'avère plus fragile. Comment ne pas craindre que les corobos meurent de nous découvrir si nombreux? Comment ne pas redouter qu'ils offrent un terrain fertile à toutes nos maladies? Comment croire qu'ils pourront résister à la sédentarisation qui permet d'obtenir des piles pour un transistor? Le monde dit moderne est un piège aux mâchoires assassines pour qui ne s'en méfie pas. Il est une cage dorée pour les forts, fausse commune pour les faibles. Il faut avant tout protéger les Indiens de nous. Je compte 17 Indiens, 6 hommes, 4 femmes et 7 enfants. Leur progéniture s'égaye rapidement dans le campement. Elle part à la découverte des petites parcelles de choses rapportées de l'autre monde. Les éponges à récurer, les casseroles sont méthodiquement goûtées avant d'être jetées avec dédain. Les pâtes déshydratées remportent un franc succès. Une culotte chippée à l'un des nôtres devient une originale brassière. Et une boîte de conserve, un jouet amusant. Le groupe s'installe spontanément près du feu et quelques hommes investissent nos hamacs. J'admire leur coiffure élaborée. Une tonsure allant d'une oreille à l'autre brise la régularité d'une frange épaisse et d'une nuque longue. L'ensemble est couvert d'une croûte d'argile. Leur peau ambrée est épaisse et elle porte les stigmates d'une existence dans un environnement hostile. Cicatrices, balafres, racontent à fleur de peau l'histoire de chaque vie.